Motors is back. Bonjour et bonjour pour cette nouvelle édition de Motors. Ce soir, on revient évidemment sur toutes les courses du week-end précédent et Dieu sait si elles ont été nombreuses. Vous aurez l'intégralité des résultats. Derrière le micro, on colle Laurent Boyer. Alors, on va pas parler forcément rallye asphalte avec Lolo. On va évoquer sa découverte de la Terre. C'était récemment et visiblement, le garçon y a pris goût, ce que je peux largement comprendre. Également derrière le micro, Damien Dorsoy. Alors, sera-t-il là? Ne sera-t-il pas là? Sera-t-il ici? Sera-t-il là-bas? Vous aurez tous les éléments de réponse concernant le Damien Dorsoy, dernier vainqueur en date d'une épreuve rallistique à La Réunion. Et puis côté moto, ce sera Alexis Ouaro qui a roulé à Mada il y a une dizaine de jours et qui roulait le week-end passé du côté de Ravina Malheur qui se colle derrière le micro. Puis enfin, le programme du week-end prochain, ouais, c'est relativement cool pour le week-end de Pâques. Quoique, il y a quelques petits trucs à surveiller, notamment du côté de pilotes réunionnais qui roulent en métropole. Je vous laisse le soin de découvrir tout ceci. Nous partons pour un petit peu moins d'une heure. Vous êtes évidemment dans Motors. Motors, les résultats. Allez, on démarre par la moto avec pas moins de 5 séries au programme ce week-end. On démarre par le Supercross US, 11e rendez-vous de la saison à Detroit en catégorie Rennes, SX 450 et 5e manche de la conférence Est. Il s'agissait des quarts de litre. Chez les quarts de litre, justement, Ned Thrasher signale le all shot avant de s'en mettre une sévère en solo en ligne droite. Au bout des hoops, tout arrive. Sam Maker héritait donc de la place de leader avant que Cole Davis ne vienne confirmer sa place de patron en s'imposant au terme de la course. Sam Maker termine dauphin alors que Joe Shimoda s'accroche et signe un podium. Au championnat de la conférence Est, SX 250, Cole Davis met un coup supplémentaire avec désormais 114 points, 9 unités devant Sam Maker et 14 points devant Joe Shimoda. Cela reste néanmoins relativement serré. Dans la catégorie Rennes, Jorge Prado arrachait le all shot avant que Ken Rogzen ne prenne le green light pendant qu'Hunter Lawrence avec sa plaque rouge effaçait Tomac puis Dylan Ferrandis avant de partir à l'assaut des meilleures places juste devant. Le champion en titre, Cooper Webb, pensait bloc passer Prado, mais goûtait le sol dans la manœuvre entraînant l'Espagnol avec lui. Alors qu'Hunter Lawrence revenait au contact de Chase Sexton, le leader de la série se laissait embarquer à la fin des hoops et chutait en étant contraint de repasser par les stands, mettant fin à ses chances de points sur cette manche. Eli Tomac, vraiment pas dans son assiette, se faisait à son tour avaler par Justin Cooper pour le gain de la P4. Au final, Ken Rogzen s'impose devant Chase Sexton et Malcolm Stewart, King of Paris. Cooper et Tomac fermant le top 5 dans cet ordre. Les jeux sont totalement relancés au championnat après Detroit, puisque c'est bien Eli Tomac qui prend la plaque rouge, 4 points devant Hunter Lawrence, alors que Rogzen revient au contact à seulement 14 unités du leader. La dernière partie de saison s'annonce donc épique entre ces trois-là. Prochaine course en Supercross US le week-end prochain à Saint-Louis dans le Missouri avec la 12e course en catégorie Rennes et un deuxième showdown en SX 250. Motors. On reste sur deux roues et en dirt avec le 3e rendez-vous de la saison en MXGP. Course à Frauenfeld en Suisse avec des conditions pour le moins difficiles, notamment lors des premières courses le dimanche. On commence toutefois par les Cali Race du samedi avec la victoire de Sacha Konen en MX2 malgré un excellent départ de Mathis Valin qui partait toutefois à la faute en solo dès le deuxième virage. Dans la catégorie Rennes, c'est Jeffrey Herlings qui imposait son rythme devant Lucas Konen et Tim Geiser. Tom Vial s'en mettait d'abord une en coinçant sa botte dans la moto, en ligne droite, le projetant au sol, puis en se faisant harponner et malmener, on peut le dire, par son propre coéquipier, Ruben Fernandez en fin de manche. Le dimanche, l'ambiance était radicalement différente, avec des chutes de pluie matinales qui rendaient le sol habituellement très dur de Frauenfeld, particulièrement creusé avec la boue argileuse. D'énormes ornières se creusaient au fil des passages dans les premières courses. En MX2, le leader Simon Langenfelder arrache le GP avec une victoire puis une P3 dans la 2. Guilhem Fares signe un 4-1 et termine dauphin, alors que le podium est complété par Liam Everts régulier avec un 3-2. Au championnat, Simon Langenfelder confirme sa plaque rouge avec 149 points, 22 unités devant l'Espagnol de triomphe Guilhem Fares, et Sacha Konen pour KTM est à 25 points
du leader. En catégorie reine, véritable épidémie de blocage de chaîne dans les premières courses avec une ornière piégeuse à souhait qui aura neutralisé nombre de pilotes et pas des moindres, parmi lesquels Lucas Hakkinen et Jeffrey Herlings. Finalement, Tom Vialle arrache sa première victoire en manche en 450 dans la première et enlève même son premier GP en catégorie reine malgré une modeste P6 dans la deuxième. Son compatriote Maxime Renault termine P2 avec un 2-7 alors que Tim Gajser fait des Gajser en étant une véritable quiche dans la première course. Il terminait P9, mais en claquant dans la deuxième course quand il terminait P2, derrière Lucas Hakkinen, littéralement intouchable, mais devant l'éternel Jeffrey Herlings. Ça se resserre menu au championnat avec la plaque rouge toujours pour Lucas Hakkinen qui totalise 136 points malgré sa disqualification dans la première course puisqu'il atomise tout le monde dans la deuxième en étant réellement intouchable. Il est à bien plus de 10 secondes à l'arrivée. Il pointe 7 unités d'avance sur le rookie Tom Vialle alors que Jeffrey Herlings n'est qu'à 12 points de la tête du championnat. Prochain rendez-vous à MXGP le 12 avril en Sardaigne, dans le sable de Riola-Sardo. Motors. Enfin, pour conclure en deux roues sur la terre, la deuxième manche du championnat de la Réunion de motocross se déroulait dimanche à la Ravine-à-Malheur. En catégorie N, c'est sans surprise que Quentin Prunière s'impose avec un nouveau carton plein. Pascal Dorseuil aligne un 3-3-2 et prend la deuxième place alors que son meilleur adversaire et coéquipier de chez KTM, Alexis Ouaro, égale ses points au terme d'un 2-2-4. En P3, suivent dans l'ordre Enzo Fouliaron et Timo Ouaro qui ferment le top 5. Au championnat, Quentin Prunière garde évidemment la plaque rouge avec le score maximal de 150 points devant Pascal Dorseuil à 28 unités et Alexis Ouaro à 30 points du leader. Enzo Fouliaron est P4 au championnat avec 98 points. Le top 5 est fermé par Timo Ouaro qui totalise 91 points. Prochain rendez-vous motocross à La Réunion le 19 avril sur le terrain du Petit Tampon pour une course MCT et Quentin Prunière sera toujours présent puisqu'il prolonge cette fois-ci son séjour à La Réunion grâce notamment à papa, on peut le dire, et il sera donc bien présent du côté du tampon mi-avril. Motors. On reste sur deux roues mais sur asphalte cette fois avec pour commencer le Superbike pour le splendide roller coaster de Portimao dans le sud du Portugal. Deuxième manche de la saison après le kick-off australien de Phillip Island fin février. En clair, la hiérarchie est bien établie au Portugal avec un tiercé identique dans chacune des trois confrontations, que ce soit lors des deux courses longues ou encore de la sprint. Boulega règne en maître et honnêtement on voit mal qui pourrait le détrôner malgré les tentatives de son propre coéquipier Iker Lecuona, condamné pour l'heure à être le meilleur des dauphins. La troisième manche du podium était systématiquement squattée par l'ex-pilote MotoGP Miguel Oliveira qui jouait donc à domicile au Portugal au guidon de la moto championne en titre ex-Razga Clioglou. Au championnat, Boulega culmine avec le score maximal de 124 points, un véritable sans faute, déjà à 56 points devant Iker Lecuona, alors que le podium provisoire est complété par Axel Bassani sur Bimota by Kawasaki à 64 points du leader et seulement 4 points devant le très menaçant désormais Miguel Oliveira pour BMW. Suivent les frères Laus, Alex sur Bimota devant Sam et la Ducat de VDS. Prochain rendez-vous World Superbike sur le fabuleux circuit d'Assen aux Pays-Bas du 17 au 19 avril prochain et une possibilité pour Boulega d'égaler le score de 13 victoires consécutives. Aujourd'hui l'apanage de Razga Clioglou. Motors. Moto toujours mais en proto cette fois avec le MotoGP qui avait pris ses quartiers chez les Cowboys à Austin au Texas. Bezeki reste invaincu en Grand Prix depuis le Portugal 2025 et signe donc un cinquième succès consécutif, le troisième de rang depuis le kick-off thaïlandais pour cette saison 2026. Certes, Bez en a fait une bien belle en solo, alors qu'il était en tête devant son coéquipier Martin lors de la sprint, mais l'Italien de la ferme de Noal est un monstre en ce début de saison, avec un total de 81 points sur 111 possibles. Le champion 2024, Jorge Martin, est de retour avec la victoire en sprint et une proximité évidente avec son coéquipier. Martin n'est qu'à 4 points du leader. Le podium provisoire est occupé par le pilote KTM Acosta, clairement meilleur des autres, avec un total de 60 points, alors que le meilleur pilote Ducati reste bien le pilote VR46 dit Gian Antonio, avec 50 points, soit 5 de mieux que l'officiel Marc Marquez. 5 longueurs encore plus loin, Aprilia s'offre donc son deuxième doublé de la saison après le Brésil et Ducati,
est de nouveau éjecté d'un podium. Le prochain rendez-vous MotoGP était programmé au Qatar et est donc repoussé au 8 novembre. Les prochaines confrontations MotoGP sont donc fixées en Espagne à Jerez de la Frontera du 24 au 26 avril prochain. Motors. On passe aux 4 roues à présent, toujours sur asphalte avec la F1 à Suzuka pour démarrer. Au royaume du cosplay, pour les nombreux fans de F1, la victoire a de nouveau choisi son camp avec un deuxième succès consécutif pour le protégé de Toto Wolff, Kimi Antonelli. Après une nouvelle qualification en pôle, le jeune Italien de Mercedes a profité à plein des dieux de la F1 qui sortaient un drapeau jaune après le violent choc de Berman qui encaissait 50 G de décel, alors qu'Antonelli avait clairement foiré son départ en étant pointé P6 dans le T1. Une voiture de sécurité est entrée en piste au 22e tour, juste après un passage au pit de Russell, offrant ainsi un arrêt gratuit à Antonelli. Alors que Piastri avait signé un all shot mémorable, il pitait au 19e tour et restait 2 secondes devant Russell à la sortie des stands du Britannique. C'est juste à ce moment que le pilote Haas Berman se shootait à 50 G, permettant un passage au puits gratuit d'Antonelli. La chance n'a pas souri aux plus audacieux, mais visiblement aux plus méritants chez Benz. Antonelli accroche un nouveau record à son palmarès en étant le plus jeune pilote de F1 à pointer en tête de la série grâce à cette deuxième victoire de rang. Russell la pleureuse n'a pas fini de se lamenter, manquerait plus que son contrat soit cassé au bénéfice de Verstappen pour l'an passé. Et on voit bien le Britannique partir sur une grosse déception. Bref, un GP de Suzuka emporté par Antonelli devant Piastri et Leclerc. Russell échoue au pied du podium, mais devant Norris qui ferme le top 5. Un mot sur Hamilton ? Bah non, franchement, son Altesse n'est pas encore au niveau. Qu'il continue donc à raconter des conneries, ça lui permet davantage d'exister que ses résultats d'un point de vue purement sportif. Au championnat, Antonelli est donc leader avec un total de 72 points, 9 unités devant son coéquipier Russell. Charles Leclerc complète le podium avec déjà 23 points de retard sur le leader, mais 8 points d'avance sur son coéquipier. Après le report des courses au Qatar en Arabie Saoudite, la F1 prend un petit mois de vacances avant son retour à Miami du 1er au 3 mai prochain. Motors. On reste en monoplace avec l'IndyCar avec la 4e confrontation de la saison et la première sur circuit permanent à Berber Park dans l'Alabama. Après avoir signé la pole dans le Fast 6, le champion en titre espagnol Alex Palou fait comme l'an passé et enlève la mise au Berber Park. Il aura mené 79 tours sur les 90 au programme, ne laissant les commandes de la course à Christian Lundgaard que durant un de ses 3 ravitaillements avant de reprendre systématiquement la tête. C'est donc un light to flag limpide et incontestable pour Palou qui score ainsi 54 points. Christian Lundgaard termine dauphin mais à plus de 13 secondes du vainqueur alors que le podium est complété par Graham Rahal devant Malukas et Kirkwood. Au championnat justement, Kirkwood conserve les commandes de la série avec 156 points, mais Palou est déjà au contact à seulement 2 unités. Le podium provisoire est complété par Lundgaard à 33 points du leader devant Malukas et Joseph Newgarden. Prochaine course IndyCar sur un nouvel urbain à Long Beach du 17 au 19 avril prochain. Motors. Enfin, je sais que vous attendiez ça, évidemment, puisqu'il y avait le kick-off du championnat de France des rallyes asphalte ce week-end. Rendez-vous traditionnel au Touquet avec des conditions typiques, comme nous vous l'annoncions d'ailleurs dans l'édition précédente de Motors la semaine passée. Si vous le permettez, avant les résultats de la course, un petit mot sur les circonvolutions fédérales avec de nouvelles élections du comité directeur de la Fédé programmées le 22 avril prochain. On aura donc pu voir à l'occasion de cette manche inaugurale nombre de têtes plus ou moins connues en pleine représentation avec l'objectif clair de toujours espérer faire partie du futur comité directeur. C'est vrai que ça fait bien sur la carte de visite. Bah oui, le sentiment de jouir d'un pouvoir peut rendre certains ou certaines tellement prévisibles. Bref. Retour au sport avec la victoire finale pour le pilote Lancia Johan Bonato, navigué évidemment par Benjamin Bouloud. Après 4 temps scratch, le record de cette épreuve et un lead récupéré dans le S6, les patrons du rallye français auront parfaitement géré la fin du samedi en nocturne et l'intégralité de la deuxième étape en se permettant de signer un best time dans l'avant-dernière spéciale au menu de ce Touquet dans la 11.
Clairement, principaux opposants du tandem Lancia, sur l'ensemble de la saison j'entends, hein. Margaillan-Coppa termine valeureux dauphin à moins de 20 secondes de la tête et après 3 temps scratch. Notez la mainmise en 2 roues motrices du duo infernal Astier-Giraudet, la Porsche 992 issue de la piste est parfaitement adaptée au rallye avec une moisson de 3 temps scratch. Raphaël et Denis terminent sur le podium final de ce Touquet devant Quentin Julbert et Julien Casal, tous deux sur Skoda Fabia. Prochain rendez-vous en championnat de France des rallyes le 17 avril prochain avec le Rhône Charbonnière. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, rallye. Laurent Boyer aujourd'hui pour Motors. On va parler un petit peu de rallye à La Réunion, mais l'essentiel, Laurent, je voulais voir avec toi, à ton grand âge, une nouvelle zone de plaisir que tu as trouvée. C'est vrai qu'on en parlait depuis un moment, hein. La terre, le plaisir même avec des petites cylindrées qu'on peut trouver sur la terre. Tu as déjà eu l'occasion de rouler à Mada, pas avec une bagnole de compète, pas en étant full investi, mais tu as découvert la terre à Mada finalement pour commencer. Oui, bonjour. Alors effectivement, depuis un moment, on en parlait, on en avait discuté, et puis j'avais envie de découvrir une nouvelle surface et en tout cas un autre moyen de se faire plaisir, pas en n'investissant pas non plus des milliers d'euros à La Réunion dans une voiture, et faire quelque chose d'assez simple et de prendre un maximum de plaisir. Effectivement, la TA c'est grandiose. Et c'est fantastique et on prend un plaisir fou. Alors j'imagine ceux de l'époque, Tony Rickbourg, Jeanne Aubache, Gangat, etc. Tu comprends mieux pourquoi ils aimaient aller rouler à Mada, hein. Ah ben on comprend tout de suite pourquoi ils aimaient rouler à Mada. Et en fait, je pense que c'est un kiff, enfin c'est une surface qui est spécifique, c'est quelque chose de spécial. Et on y prend énormément de plaisir, même avec une petite voiture. Ouais, parce que sur asphalte, bon, une N2, tu prends du plaisir, hein, mais tu arrives rapidement aux limites de la voiture. Sur la terre, tu atteins tes propres limites avant les limites de la voiture quand même, hein. Alors tu atteins très vite tes propres limites et puis il faut que tu sois un peu plus... alors je trouve pas le mot, mais... Il y a moins d'automatisme, il faut plus s'adapter, enfin il y a de l'instinctif davantage que sur l'asphalte, hein. Alors voilà, mais c'est une éternelle remise en question. Et puis c'est vraiment un plaisir de pilotage qui est totalement différent parce qu'on glisse beaucoup, l'adhérence est précaire, mais c'est une surface vraiment que j'invite aujourd'hui les pilotes réunionnais à aller découvrir parce que c'est tout à fait autre chose et je pense que conduire sur la terre en fait peut également nous donner un sérieux coup de main sur de l'asphalte dans des conditions compliquées. Alors c'est pas que ça peut, c'est que ça va, puisque l'avantage de la terre c'est à basse vitesse où tu prends moins de risques, tu apprends naturellement à remettre les roues dans l'axe sur la phase de mise en charge, sinon tu pars dans tous les sens, à savoir gérer la ventilation et le transfert des masses qui est beaucoup plus marqué sur la terre que sur l'asphalte, et ça sont des automatismes qui vont te servir sur l'asphalte. Alors oui, c'est un automatisme, enfin ce sont des automatismes qui vont me servir, sûr, mais en fait ça t'apprend surtout à moins bouger ton volant et à savoir où sont tes roues. Après, sur la terre, effectivement, dans les basses vitesses, on se sert, tout comme dans les hautes vitesses, on se sert énormément des transferts de charge du véhicule, mais c'est quelque chose qu'il faut découvrir absolument. Bon, alors, tu avais découvert ça à Mada et tu as rajouté une cerise sur le gâteau en allant rouler en métropole avec un Dallon qui a fait ses premières armes à Mada sur la terre en slalom poursuite d'ailleurs, qui a fait le volant 208 au niveau national. C'est Hugo Louvel qui est un prof de pilotage, hein, c'est un vrai prof, mais un vrai compétiteur, où là, tu as pu peut-être mettre un step supplémentaire avec lui ? Ah oui, alors effectivement, la découverte de la terre avec Hugo Louvel, c'était en métropole, hein, c'était pas à Mada. Hein. Alors effectivement, c'était en métropole, c'était pas à Mada. J'ai profité d'un déplacement professionnel pour allier un petit peu travail et plaisir.
j'ai découvert une autre dimension de la Terre, et en tout cas, une vitesse qu'on peut atteindre sur la Terre avec un plaisir de conduite. C'est un truc de fou. Ça veut dire l'avenir à court terme, ça va être quoi? Monter une N3 pour aller plus régulièrement à Mada? Ça te travaille ça un peu? Un investissement moindre, mais pour y aller un peu plus régulièrement? Alors, à court terme, effectivement, on aimerait monter un projet sur Madagascar. Je suis en train d'étudier plusieurs pistes. Après, Hugo Louvel m'a fait découvrir une chose aussi. Et il m'a dit, tu vas voir... Les 4 roues motrices, ça encore. Exactement. Donc, j'ai découvert la 4 roues motrices sur la TA. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais conduit 4 roues motrices de ma vie. Donc, ça a été vraiment une découverte. On a commencé traction, propulsion. Il me dit, tu essayeras, on roulera sur la 4 roues. Et tu vas voir, ça va être compliqué de fonctionner différemment. Eh ben, il avait raison, hein, il a raison. Et aujourd'hui, donc, on essaye de voir ce qu'on peut monter en programme, ce qu'on peut faire. Après, aujourd'hui, j'ai d'autres priorités. Ma priorité, c'est vraiment pas le rallye. Aujourd'hui, à mon âge, le rallye, c'est vraiment une question de plaisir. Se faire plaisir. Et puis, c'est ça mon kiff, quoi. J'avais arrêté de rouler pendant 22 ans. Maintenant, effectivement, on est en train d'essayer de monter un projet sur la TA complet avec une bonne voiture, ou en tout cas une bonne 4 roues. Bon, pour le reste, l'actualité, c'est avec l'asphalte, évidemment. À La Réunion, tu avais déjà une jolie bestiole l'année dernière, mais qui demandait à être travaillée sur différents points. Toutes les pièces sont rentrées de métropole. Le passage au banc, c'est dans les jours qui viennent, là. Tu penses avoir atteint le summum de ce que tu pouvais avoir en F2014, là? Alors, effectivement, ça fait plus d'un an aujourd'hui qu'on est arrêté. Au début, on n'avait pas une vraie F2014, hein, c'était ni plus ni moins qu'une 206 gros pas sur laquelle on a mis une injection 4 papillons, un capot avant en fibre et un haillon en fibre. Voilà ce que c'était. Aujourd'hui, c'est Bertrand Mézineau qui a l'initiative un petit peu de cette nouvelle voiture. On a vraiment travaillé dans l'esprit d'une vraie et bonne F2014. Ça veut dire voie élargie? Non, toujours en voie étroite. Je pense que pour la Réunion, on est beaucoup mieux en voie étroite. Par contre, on est passé sur un vrai train avant triangulé. On a revu l'ensemble, donc amortisseur, train avant, frein. Et bien entendu, le moteur qui nous faisait cruellement défaut. Bertrand est à l'origine, comme je vous dis, de la F2014. Et c'est Jean-Philippe Séverin, aujourd'hui, qui s'est occupé de toute la partie cœur de la bête. Et moi, je suis impatient de voir les résultats parce qu'on devrait avoir quelque chose qui devrait être pas mal. L'objectif sur le papier, c'est on va voir quelle cavalerie? Écoute, dans les 265-270 chevaux, mais... Sur une voie étroite, c'est énorme, hein, déjà. Il faut les passer au sol derrière. Hein. Mais ça passe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même en 17. Après, on est passé sur du Pirelli. On a eu plein de soucis. Moi, j'appelle cette voiture la voiture 57 parce qu'il nous a toujours manqué 57 pour faire 1 euro. On a toujours eu des soucis. Entre autres, on a eu des soucis de pneumatiques. Où il y avait l'évolution des Michelin qui ne correspondait pas à la voiture, donc on est passé sur du Pirelli. C'est avec Olivier Waro ça, hein, que tu as mis la main sur ces Pirelli et pu tester effectivement. Hein. Olivier Waro nous a donné un gros coup de main là-dessus, avec des nouveaux Pirelli. On a pu les tester et on les a testés aux 1000 km. Et là on a vu en fait le cap qui a été franchi en termes de liaison au sol avec les nouveaux Pirelli. L'intérêt des Pirelli sur le papier, c'est que souvent ils ont des flancs légèrement plus durs que les Michelin. Ils prennent un petit peu moins de latéral. Ça permet de travailler différemment sur une voie étroite. Alors, le gros souci qu'on avait rencontré, en fait, Michelin a sorti une nouvelle génération de pneus, le M20 et H30 pour les 17. Chose qu'en 18, ils n'ont pas. Donc, ils ont le H31 et M21. En fait, c'est une différence de carcasse. Et il s'avère que les carcasses souples ne correspondent pas à la voiture. Donc on était régulièrement sur les flancs de l'auto, il aurait fallu modifier les réglages et on n'avait plus de latitude pour pouvoir modifier ces réglages. Donc avec les carcasses de Pirelli aujourd'hui, eh ben, on retrouve la voiture qu'on avait avant avec une amélioration de grip parce que c'est une évolution de pneus qui est différente. Et puis on a une grosse évolution de grip et on est en train de travailler dessus, mais en tout cas on sait où il faut mettre les pieds, mais ça a métamorphosé littéralement la voiture. Alors il y a un danger dès qu'on a des carcasses un peu plus hard qui évitent de s'effondrer, c'est que la voiture elle a tendance à moins téléphoner et potentiellement à sous-virer plus rapidement sans te prévenir à l'avance.
Alors oui, mais en fait, c'est des pneus qui fonctionnent très bien sur l'auto. Je te dis, on les a testés en conditions de course. On voit le résultat. Alors il faut modifier un peu sa géométrie, il faut travailler avec le pneu qu'on a, mais avec le travail qui a été fait et avec ce qu'on a pu faire sur la voiture, ça fonctionne très très bien. Saison 2026 à La Réunion, c'est une saison pleine ou une saison en pointillé, tu le vois comment ? Alors, pour ma part, moi j'ai envie de faire une saison pleine. Si on n'a pas fait la saison 2025, c'est qu'on n'avait pas les moyens mécaniques de le faire. Hein. Toutes les pièces étaient en métropole et puis ça a été un bordel monumental. Donc c'est de faire en 2026 une saison complète et surtout prendre du plaisir à mon âge. Il ne reste plus que ça à faire, quoi. Motors, moto. Bon Alexis, ce week-end c'était la deuxième manche du championnat de La Réunion. Par contre, c'était la première pour toi au guidon de la 450 KTM version 2026. On va commencer par ça. La préparation lors des séances d'essai, de roulage, d'entraînement, ça t'a permis de trouver de bonnes solutions techniques ? Ouais, après j'ai pas beaucoup roulé avec la moto parce que j'ai eu la moto une semaine avant de partir à Mada. Donc j'ai roulé le week-end juste avant, où j'ai fait le rodage et un peu de découvrir le châssis. Après je suis parti à Mada, je suis revenu et quand je suis revenu à Mada, j'ai roulé une fois aussi parce qu'il y avait qu'un week-end avant la course. Et après la moto et le châssis étaient déjà bien convenables, donc je me sentais déjà beaucoup plus à l'aise que sur la 150. Donc après ça s'est vu dimanche que ça a porté ses fruits et que j'étais beaucoup plus à l'aise sur la 450. Mais ouais, franchement, c'est une bonne moto, un bon châssis et je vais continuer à travailler sur la moto, sur le châssis pour être mieux toute la saison. Madagascar, c'était les 4 heures Honda, hein, c'est ça, c'est une belle course là-bas. Hein. Ouais, c'est ça, les 4 heures Honda. Je suis parti avec KTM Mada justement, Madoto, et j'ai roulé en duo avec Lucas Robert. Bon, ça fait toujours du bien d'aller sur d'autres terrains. Concernant La Réunion, de très belles premières courses, en tout cas les 2 premières manches. Puis un coup de mou, c'est ça, un coup de chaud pour la dernière. Finalement, t'as pas pu concrétiser cette P2 qui semblait te tendre les bras. Hein. Ouais, c'est sûr, deux belles premières manches, surtout une belle première manche où j'ai le meilleur temps en course. Après la deuxième manche, j'avais le bon rythme, j'ai réussi à remonter P2, alors que j'avais pris un moyen départ. Et la troisième manche, avant de partir, un coup de chaud, une stand. J'avais la nausée un peu. J'ai bu de l'eau, j'ai essayé de me rincer et tout pour repartir un peu plus frais. Au départ, j'ai pris un bon départ, j'ai essayé d'attaquer direct pour essayer de partir devant. Mais au bout de 3 tours, j'arrivais plus à respirer, j'avais du mal à respirer, prendre côté et tout, donc j'ai dégringolé, tout le monde m'a doublé. Après, je suis revenu un peu en fin de manche, j'ai réussi à sauver les meubles en faisant P4, mais ouais, ça aurait été mieux si j'étais en pleine forme, mais bon, ça arrive. Bon, prochain rendez-vous, ce sera du côté de la piste du tampon, où là encore c'est un exercice complètement différent. Après la piste Saint-Louisienne et Ravina-Malheur, le tampon c'est encore un truc complètement différent. Tu l'abordes dans quel état d'esprit ça ? Moi j'aime bien le tampon. L'année dernière, je sais qu'au tampon j'avais bien roulé. Donc si on peut rouler ces 2 week-ends qui suivent là avant la course au tampon, on va essayer de rouler au maximum, se préparer et dans tous les cas, il faut être bon sur tous les circuits. Bon, je voulais que tu me dises un mot. Bon, Quentin Prunière sera là, hein, il n'est pas reparti en métropole cette fois-ci, donc il sera là. Je voulais que tu me parles de ta relation avec Quentin, qui est un ex-pilote du très haut niveau, qui soulignait sur l'arrivée que franchement, tu as roulé très fort. Est-ce que la présence de Quentin vous oblige finalement à vous arracher, à aller plus loin et toi, à te dépasser toi-même ? Est-ce que tu le vis comme ça ? Ou alors, bon, c'est un client comme les autres et on va finir par le fumer ? Non, c'est sûr que Quentin, il va relever le niveau. À Saint-Louis, il était largement au-dessus. Même là, ce week-end, il était au-dessus quand même. Mais c'est sûr qu'en première manche, si j'aurais été tout seul, je ne sais pas si j'aurais cherché à aller plus vite ou à gérer. Parce que là, vu qu'il y avait Quentin, j'ai essayé de tenir le rythme et d'essayer de rouler avec lui jusqu'à la fin. Après, c'est pour moi, le chrono que j'ai fait dimanche, je l'avais jamais fait que ce soit en entraînement ou en course. Donc je dis pas le contraire, je pense que c'est Quentin qui m'a bien aidé à pousser pour aller chercher le chrono. Après,
Quentin, moi je pense que ça serait l'idéal, comme dit Pascal, d'arracher une manche à Quentin. Après, il a roulé très haut niveau, il a fait ça tout le long où il était en métropole, comme moi j'ai fait ça moi en super motard de mon côté et lui en motocross. Donc on va essayer de concrétiser, d'attacher Quentin faire une course d'ici la fin de saison. Bon, un mot, tu l'évoquais, le super motard avec un gros événement, hein, t'auras même pas besoin d'aller en métropole pour retrouver les copains en fin d'année, 21-22 novembre, avec la finale nationale du championnat de France super motard. Ça reste une croix importante que tu as mis sur ton calendrier. Ça va être important, ça. Est-ce que ça veut dire que tu vas faire une ou deux courses de monobike, pourquoi pas, dans la saison en préparation? Mais ça, c'est vraiment un main target, ce championnat de France super motard en catégorie S1. Des manches de monobike, je pense pas. Après, c'est sûr que je vais venir m'entraîner un peu pour rouler et tout, parce que depuis ce motard de Saint-Paul, j'ai pas touché la moto. Mais manches de monobike, c'est pas prévu. Et puis, ouais, c'est sûr, on verra comment ça se déroule, s'il y a vraiment la manche, s'il y aura beaucoup de pilotes pas, parce que ça fait un coup quand même aux teams et aux pilotes pour venir ici. Donc, on verra comment ça se déroule, mais s'il y a lieu, oui, je serai présent. Bon, écoute, on va te souhaiter de te remettre rapidement. Oublie pas de boire de l'eau quand tu es sur le circuit de la possession, Alexis. On se retrouve du côté du circuit du tampon très rapidement. C'est quoi comme type d'exercice? Faut être rapide, technique. C'est quoi les différences entre le tampon et Ravine à Malheur, par exemple? Après, le style de circuit est pas pareil. Ravine, c'est beaucoup plus rapide. Après, là, le tampon, il a changé de sens aussi, donc j'ai roulé une fois aussi avant de passer à Amada. Je trouve que c'est plus rapide que l'année dernière. Donc après, ça reste les manches, le physique et puis après le technique moto. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio. Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR 80 rue Martinel-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, l'invité. Allez, on reçoit cette semaine le dernier vainqueur en date d'une épreuve rallyistique à La Réunion. C'était l'an passé, fin octobre, du côté de Saint-Joseph, avec Damien Dorseuil. Épreuve triste au possible s'il en est, dramatique même. On revient sur cette épreuve et sur le reste de la saison avec Damien Dorseuil. Tout à fait, c'était un rallye complètement tragique avec une issue dramatique comme je dis. Donc moi c'était ma 4e victoire à Saint-Joseph. C'était la première victoire d'Anne-Laure depuis qu'elle a commencé le rallye. Donc en effet on n'a pas pu fêter ça, c'était la moindre des choses, la décence par rapport à ce qui s'est passé. Mais si on parle du sportif, on est très content du rallye qu'on a réalisé et je pense qu'on commençait à trouver quand même pas mal de petits trucs qui nous faisaient défaut sur la C3 sur le début d'année. Et on était clairement en train de concrétiser tout notre travail d'atelier et toutes nos déceptions de rallye après rallye en termes de mécanique, de réglage, etc. Et je pense que au 1000 km, ça aurait été encore une petite montée en puissance à mon avis. Alors, de l'extérieur, certains pensent assez fréquemment finalement que quand on fait l'acquisition d'une voiture, on part sur un nouveau cycle et tout va bien aller. Or, quand on achète une voiture d'occasion, premièrement, on ne connaît pas parfaitement dans le détail sa définition technique et Dieu sait s'il y en a des différentes sur une C3. La version 2022 n'a rien à voir avec la 2023, qui n'a rien à voir avec la 2024, qui a encore moins à voir avec la 2025. Au-delà de la spécification, il y a également son niveau d'entretien où on en est mécaniquement précisément, ce qui explique cette fin de saison 2024 qu'on aurait pu attendre meilleure, mais qui a été compliquée finalement. Le temps de dégrossir la bestiole, pour parler clairement.
Ouais, disons que nous, on avait, en termes d'évolution sur notre C3, quand on l'a récupéré fin 2024 aux 1000 km, on avait quand même une très bonne base en termes d'évolution, etc. C'est une version 2023 plus. Hein. C'est exactement ça, c'était une version de 2023 avec 2 tiers des Evo 2024, il en manquait un petit peu. Mais c'était une très bonne base, c'était un peu la version, on va dire, de Rehan Tour Auto 2023, légèrement améliorée. Mais comme je te disais, la base de la voiture c'est une chose, mais ensuite c'est surtout l'état général des organes mécaniques. Et on pensait avoir fait ce qu'il fallait à l'intersaison, entre décembre 2024 et le rallye de la Petite Île, je crois que c'était avril 2025. Mais on est quand même passé à côté de certaines choses qu'on a loupées, qu'on ne peut pas regretter, parce qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais c'est sûr qu'il y a un peu de frustration parce que je pense qu'on aurait pu faire un meilleur début de saison 2025. On aurait pu concrétiser un peu les résultats plus tôt et avoir une victoire un peu plus tôt dans l'année, je pense. Alors néanmoins, quand on regarde statistiquement, rallye de Petite-Île, tu alignes 3 temps scratch, au Sainte-Suzanne t'en plantes 2 dans des conditions particulières, hein. On s'en souvient sous la pluie, Tour Auto 0, Ronde de l'Est 2 temps scratch et Saint-Jean 2 temps scratch. Au niveau perf, la voiture a du répondant, même si en face, les 2 autres meilleurs réunionnais alignent chacun 11 temps scratch, Mehdi Gerville et Maxime Dupuis. Cela dit, t'as pas le même nombre d'épreuves non plus, hein. C'est ça, parce qu'à la Ronde de l'Est, on n'en fait que 2 avant d'abandonner, donc ils ont plus de spéciales disputées, Mehdi et Maxime. Pour revenir un petit peu rallye par rallye très vite, la Petite Île, on était plutôt pas mal pour une première, mais on a un problème de circuit d'essence et la voiture s'arrête pendant 1 minute dans la spéciale, donc on ruine déjà notre joker d'entrée de jeu. Vous finissez P8 hein, si ma mémoire est bonne, c'est ça hein? Ouais, je crois qu'on est P8 exactement. Au Sainte-Suzanne, maintenant je peux en parler, hein, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais je pense qu'on perd la victoire, c'est un peu à cause de moi. Je savais pas comment on mettait les essuie-glaces sur la voiture et quand on a passé le radier submergé là, j'ai pris 1 km avant de trouver le bouton, donc j'étais à l'arrêt pendant quelques centaines de mètres. Je pense qu'on perd le rallye parce qu'on échoue à quelques dixièmes de Maxime. Le Tour Auto, on était très bien parti sur les 2 premières spéciales. On était dans nos objectifs à 2-3 dixièmes au kill de Rehan et devant les autres. Mais je fais une erreur, on sort de la route et à partir de là, on finit le rallye avec un trou dans l'admission et les 2 amortisseurs arrière HS. Donc ça pareil, je n'en ai pas parlé pendant le rallye parce qu'on ne savait pas encore, mais c'est au démontage après qu'on a tout découvert. Donc c'est pour ça qu'on fait pas de scratch d'ailleurs sur le tour. Ronde de l'Est, ça s'est résumé rapidement finalement au final. La Ronde de l'Est, je crois qu'on fait les 2 premiers scratch il me semble, et on est en tout cas on est en tête du rallye, on abandonne problème d'embrayage. Et après au Saint-Jean, c'est le seul rallye plus ou moins abouti on va dire, où tous les éléments sont plutôt alignés et là on voit la différence. On arrive à mener la course de bout en bout, à gérer notre course. Après c'est sûr que l'abandon de Maxime le dimanche matin nous favorise, mais je pense qu'il y avait moyen de se battre pour la victoire quand même malgré tout. Bon, donc la C3 qui est montée au fur et à mesure à une version quasi full 2024, hein, au fur et à mesure de la saison, était plutôt pas mal. Néanmoins, il y a un monde maintenant avec les versions 2025. Alors la voiture n'est plus à La Réunion, elle est repartie en métropole alors que c'était pas le moment qu'elle reparte. On va y venir par la suite sur tout ce qui est possible de faire. Je me suis laissé murmurer à l'oreille qu'il était possible que cette voiture châssis 2023 soit passée à une version réellement 2025, là, qu'on ait franchi une étape. Alors la voiture est en métropole effectivement. Donc on a profité de cette longue période d'arrêt pour l'envoyer, faire des révisions, etc. Pour répondre à ta question, entre temps donc il y a eu des évolutions possibles, mais notamment concernant le carburant. Alors on allait y venir. Moi je te parle d'abord de l'évolution voiture sur le super éthanol, on va y venir dans un instant, mais en termes de définition moteur, on a steppé, on est aujourd'hui au niveau de début de saison Bonato 2025, tu penses? Eh ben non.
parce que justement tout est lié à cette histoire de carburant, mais on y reviendra. Là, on va dire que le but c'était vraiment de la repasser au peigne fin avec une structure qui connaît parfaitement la C3. Donc l'équipe de Bonato d'ailleurs, Trajectus. On va dire que là, c'est une bonne version 2024. Voilà. C'est une version aboutie. On va y venir. On va y venir à cette histoire de carburant dès à présent. On l'a vu au Touquet, le kit super éthanol a été greffé. Ce sont des avantages importants. Alors déjà, il faut savoir quand on passe au super éthanol par rapport au carburant référence qu'on a l'habitude d'utiliser, il n'y a plus de retour en arrière possible. On part en super éthanol, on part en super éthanol. Déjà financièrement on s'y retrouve très rapidement puisque le coût de l'éthanol par rapport au carburant compétition traditionnel qu'on utilise à La Réunion, on est sur du 14-15 euros le litre, en tout cas l'année dernière. Cette année on devrait frôler les 20 rapidement. Le super éthanol c'est complètement différent. Alors en effet, donc ça fonctionne très bien sur les voitures de pointe en métropole. Donc on a vu un gain sur les C3 déjà l'année dernière, enfin les C3 de pointe. Les Hyundai également, Camili, etc. Margueillan. Nous en tout cas, on a fait le choix de ne pas passer à l'éthanol pour le moment. Voilà. Tiens, parce que c'est un gap financier qui est important. L'éthanol, on est à combien? On est à 2,50€ le litre, on est dans ces eaux-là, je crois. Je pense que tu trouves de l'éthanol à la pompe pas cher, en effet. Mais pour être vraiment optimisé, il faut appeler Roland Barraud. Voilà, il faut un éthanol plus élaboré. Donc ça reste quand même moins cher que ce qu'on utilise actuellement, c'est sûr. Mais nous, notre choix, c'est plutôt un choix de sécurité et de prudence, on va dire. J'estime qu'on n'a pas assez de recul encore, nous amateurs, pour voir les impacts en termes de longévité, moteur, etc. Donc pour le moment, nous, on a choisi de rester sur du carburant classique, ETS ou autre, mais nous, on roule à l'ETS en tout cas par rapport à notre carto. Donc on a fait ce choix là et on attend d'avoir un petit peu plus de recul, et si on voit que oui il y a une grosse différence et qu'on pêche là-dessus, on saura corriger rapidement, mais dans un premier temps quand la voiture rentrera on roulera avec le carburant de 2024. Parce que le super éthanol, sur le papier, on estime qu'on est sur un gain de 6 à 7% de puissance à peu près, soit une vingtaine de chevaux sur une Rallye 2. C'est important. Alors bien évidemment, quand on rajoute de la performance, on dégrade la fiabilité de la voiture. L'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Et comme on est vraiment, on fait rouler la voiture à titre privé avec nos partenaires, on n'a pas de gros sponsors derrière, on n'a pas de concessionnaire, on n'a pas forcément de gros moyens, donc on préfère faire notre petit truc tranquille, essayer d'avoir une version 2024 aboutie, comme tu disais, et voir ce que ça donne déjà dans un premier temps. Au niveau du châssis là, de la C3, ça y est, c'est Trajectus qui suit. Yo, en plus, ça fait un feedback lors de ces différentes venues à La Réunion qui est costaud. Toi, tu roules avec du Hankook qui est équivalent à Michelin, sont les mêmes pressions. C'est aujourd'hui, sur les Rallye 2, on a un feedback également WRC2 important. Tu as la main sur les dernières générations d'ailleurs de pneus, toi ? Oui, depuis l'année dernière, j'ai commencé à recevoir au fur et à mesure courant d'année, plutôt deuxième semestre. Donc les mêmes gommes que le mondial, mais mes clients en ont bénéficié également. Donc après pour cette année, nous on repart avec Hankook, ça c'est sûr. J'espère qu'il y aura le maximum de personnes qui rouleront avec Hankook cette année également. On a bien montré et démontré par A plus B que ça fonctionnait. Mais en 18, grosso modo, on est à quel prix sur une gomme en 18 ? On est aux alentours des 400 € l'unité TTC. Ce qui est énorme, ça fait quasi 20% moins cher que les marques en face. Ouais, un peu plus même. Après, je connais pas leur prix exact, mais ouais, je crois que sur 4 pneus, on économise un sans problème, quoi. Bon, donc la voiture, on l'a dit, elle n'est pas programmée de revenir tout de suite à La Réunion. En tout cas, tu m'avais dit que au plus tôt, c'était le tour auto. Alors moi, tu t'en doutes, quand tu me dis ça, je vais regarder les calendriers. Je vois qu'en avril, il y a du grain à moudre. Mais je vois surtout que du 14 au 17 mai, c'est l'Ascension, a lieu en championnat de France. Une épreuve que tu connais, qui s'appelle le rallye d'Antibes.
Est-ce que cette voiture a vocation à rouler au rallye d'Antibes avec toi au volant? Mais écoute, on aimerait. On aimerait profiter de l'occasion qu'elle soit en métropole pour faire une course là-bas. Donc en termes de calendrier, ça matcherait pour l'Antibes. Maintenant, honnêtement, il n'y a rien qui est fait encore. On n'a pas encore décidé. On doit... De toute façon, la décision sera prise en fonction des partenaires éventuels qui viennent jouer avec toi. Je suppose que c'est aussi un des facteurs qui compte. Bien sûr, il y a ça, et puis même par rapport à nos disponibilités également. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, ça s'approche, c'est dans un mois et demi. Donc on n'a pas encore dit non, mais on n'a pas encore dit oui non plus. Donc en tout cas, c'est toujours un projet, ouais. Quand on est amateur, qu'on roule 6 rallyes par an à La Réunion, et encore, toi, tu roules même pas 6 rallyes par an à La Réunion sur les 3 dernières années de rallye, qu'on doit affronter des bêtes de course qui sont des pros ou semi-pros. Je pense évidemment à Yo-Yo, Hugo pareil, Réan pareil. Ah tiens, Réan Gagny, ça a un goût de revanche du Tour Auto, ça un petit peu, l'Antibes éventuellement, non? C'est clairement plus le même niveau entre... déjà si Réan arrive à nous battre assez aisément à La Réunion, c'est sûrement pas en métropole qu'on va le battre, il faut être honnête. Donc non, nous si on fait l'Antibes, c'est plus pour déjà le plaisir de regoûter au CFR. Moi, ma dernière manche de championnat de France, elle date de 2015, donc c'était Antibes également. C'était sur la Clio de mémoire, c'est ça, non? Ouais, c'était Clio R3 exactement, c'était avec Balbo. On s'était éclaté, donc moi ça me manque un peu cette ambiance de championnat de France. On apprend tellement de choses, même si les résultats sont pas exceptionnels, dans tous les cas on aura de quoi revenir avec un bagage supplémentaire ici, c'est évident. Ça démange quand même un peu, si on fait pas le début de saison à La Réunion, ça reste quand même, avant de se présenter au Tour Auto, avoir disputé un Antibes, ça fait quand même une belle séance d'entraînement quand même. Le problème c'est que si on ne roule pas et qu'on revient pour le Tour Auto, on va se retrouver dans une configuration où on n'aura pas eu de roulage pendant 9 mois, donc le temps d'une grossesse. Et aux dernières nouvelles, il n'y en a pas eu d'enclenché? Pas dans mon entourage, non. 9 mois sans rouler. Si les petits copains en face, ils ont démarré la saison ici, et il y en a qui commencent leur saison en métropole d'ailleurs. Joël, je crois qu'il y a Gianni et la Hollande qui font un rallye ce week-end d'ailleurs, il me semble. Donc on va clairement manquer de roulage. Donc dans tous les cas, il faudrait qu'on puisse rouler avant le tour. Sinon, ça va nous handicaper. Donc c'est pour ça que cette idée de faire l'Antibes, ça serait vraiment top. Après voilà, sans prétention, si on le fait, plaisir de regoûter au championnat de France. Faire un rallye en métropole avec Anne-Laure tous les deux, parce qu'on l'a déjà fait chacun de notre côté mais pas encore ensemble. Donc ça serait une super expérience. Puis c'est 180 km de spécial sur le papier, Antibes. Ouais, je crois que c'est même un peu plus, on n'est pas loin des 200 km il me semble. Ça fait que tu aurais davantage roulé que les copains de La Réunion finalement. Exactement, tout à fait. Donc après il y a je pense 70-80% des spéciales que je connais plus ou moins. On a eu quelques nouvelles depuis, ça fait 11 ans, donc il y a eu quelques nouveautés ou des sens qui ont changé. Mais dans tous les cas ça serait génial. Et puis l'objectif sportif de résultats là-bas, je pense que déjà si on arrive à rentrer dans le top 10... Un top 10 en championnat de France, ça vaut son pesant de cacahuètes, vu les monstres qu'il y a, et j'inclus dedans évidemment les GT+, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent concernant l'Antibes, même une propulsion, vu comment elles avoinent maintenant, ça cause. Il me semble que la première victoire de l'Alpine en France, en métropole, c'était avec Siamin, je crois que c'était à l'Antibes. Donc les GT+, elles sont redoutables là-bas, donc oui, franchement top 10 ce serait déjà un objectif un peu haut. Mais je pense si on y va, c'est vraiment pour se faire un kiff et bien apprendre encore plus la voiture avec plus de vitesse. Bon, de toute façon il faut prendre une décision dans les 2 semaines là. Il faut prendre une décision dans les 10-15 jours, exactement, tout à fait. Venez profiter des promotions chez ODR D2S Car Audio au Tampon. ODR D2S Car Audio, c'est la vente et l'installation audiomobile pour votre voiture. ODR D2S Car Audio, c'est les plus grandes marques Pioneer, Hertz, Soundstream, SP Audio.
Le vol de voiture n'arrive pas qu'aux autres. Il serait dommage que votre voiture parte sans vous. Protégez votre voiture avec nos alarmes Vodafone Cobra. Devenez les maîtres du stationnement avec nos radars de parking avant et arrière Metasystem et Cobra. ODR D2S Car Audio avec plus de 20 ans à votre service. Retrouvez-nous sur notre site www.autoradio.re. ODR, 80 rue Martinelle-Lacet au Tampon. Contact 0692 874 510. Motors, le programme. Après un week-end pour le moins rempli la semaine passée, je vais pouvoir prendre un bol d'oxygène le week-end qui vient. Uniquement 2 courses de série régulière que nous suivrons évidemment avec attention. En complément toutefois, je reviens pour vous en fin de rubrique sur une épreuve rallye en métropole disputée par 2 équipages réunionnais. Motors. On commence justement par du rallye et plus précisément le championnat de France des rallyes sur terre avec la 2e course au calendrier après le kick-off du Terre de Castine les 7 et 8 mars précédents. Direction cette fois le Terre des Causses, toujours dans le sud de l'Hexagone, donc on part dans l'Aveyron et de nouveau de magnifiques paysages pour cette classique du championnat organisée par l'écurie Uccello et l'ASA Route d'Argent. Au menu 10 épreuves de vitesse en 2 étapes, samedi et dimanche. Le premier jour, une boucle de 3 spéciales totalisant 38 km 52 à parcourir 2 fois, soit 77 km pour la première étape, et une boucle de 2 spéciales de 38 km 57, soit 77 km 14 le dimanche. Au total donc 154 km pour départager les patrons terreux. L'an passé, Laurent Tellier s'était largement imposé devant Gascou et Sarrazin. La première levée du championnat aura été enlevée cette année par Todettini sur ces 3 Rallye 2, devant respectivement le pilote US Conner Martel, navigué par Alex Gelsomino, l'ancien navigateur du regretté Ken Block, alors que Sarah Remo, désormais sur Skoda Fabia, complétait le podium à suivre tout au long de ce week-end. Motors. Dans la nuit de samedi à dimanche, du Supercross US au programme pour la 12e levée de la saison et une bataille encore très ouverte dans la catégorie Rennes SX 450. Il s'agira également du 2e showdown de la saison avec la baston conférence Est contre conférence Ouest en SX 250 et un parfum de revanche pour Hayden Digan qui s'était fait taxer par le pilote de l'Est Cole Davis lors du premier showdown à Birmingham le jour du printemps, il y a donc une quinzaine de jours. À suivre donc dans la nuit de samedi à dimanche une nouvelle magnifique baston programmée pour les guerriers de la moto. On va dire au niveau mondial, très clairement, le niveau du Supercross US est largement supérieur à celui du World Supercross. Motors. Pour conclure, comme je vous le disais, un mot concernant le rallye du Gers. La commune de Saint-Chamond accueille ce 36e rallye du pays du Gers et est situé entre Lyon et Saint-Étienne, à une dizaine de kilomètres au nord-est de Saint-Étienne. 2 étapes sont au programme, vendredi et samedi. La première avec seulement 2 chronos de 6 km 8 pour le S1 et 20 km pour le S2 à respectivement 20h et 20h43 local avec un coucher de soleil calculé à 20h14. Pour les courageux restés à La Réunion, le S1 est donc programmé à 22h chez nous et le S2 à 22h14. Cela dit, on sera vendredi. Samedi, le programme est très copieux avec une boucle de 3 tracés au programme, dont celle de 20 km Génilac déjà disputée la veille. Ce seront au total 125 km 200 à affronter le samedi avec le S3 justement Génilac 2 à 9h30 local, soit 11h30 à La Réunion, et le S8 Véran 2 comme ultime chrono à 17h22 local, soit 19h22 heure de La Réunion. Le 36e rallye national du Gers totalise donc 152 km face à la montre. 2 équipages réunionnais sont alignés au départ au volant de leur bolide habituel en résidence sur l'île. Le numéro 2 sera affiché par Thierry Laolong Mohamed Balbolia à bord de la fidèle Volkswagen Polo Rallye 2 et suivez également le numéro 6 de Gianni Barret Kouchal Nondlal à bord de la Skoda Fabia. La liste des engagés fait apparaître un total de 7 Rallye 2 et pas moins de 3 GT+,
dont la Porsche GT3 de Côme Le Dogard, présent le week-end passé lors du kick-off du CFR au Touquet. Pour mémoire, Côme terminait P12 au scratch et 3e en GT+, à l'ouverture de saison chez les Ch'tis. Ce sera donc un réel client, d'autant qu'il est le dernier vainqueur en date de cette épreuve du Gers, pour avoir raflé la victoire finale à David Salanon l'an passé dans l'ultime chrono. On gardera donc l'œil sur cette épreuve également ce week-end, juste avant la chasse aux œufs dominicale. Voilà, c'est la fin de cette édition de Motors. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, promis, on parlera Porsche. Oui, elle est jaune. Oui, elle est en cours de montage. Oui, nous en parlerons la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Trouvez bien les œufs au chocolat ou les petits lapins, sait-on jamais. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve en avril désormais.